Le jour où je suis sorti, c'est mon oncle qui est venu m'accueillir. Après, on est parti direction la plage. Je me suis baigné. Après, on est entré à la maison. On a brûlé les vêtements. Ils m'ont passé les vêtements qu'ils m'avaient déjà achetés. Je me suis changé. Puis ça me donnait un peu des petits conseils. Ouais. Au Gabon, le passage à sans famille est parfois vu comme une souillure de la santé, quelque chose de mauvais. Donc quand les gens sortent de sans famille, souvent la première chose c'est d'aller se laver le corps communément, comme on dit. Qu'est-ce que tu penses de cette thérapie-là? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui se fait. Je pense que c'est bien si ça permet de se sentir mieux et de. Oui, pourquoi pas. Bon, moi, je l'ai pas fait, mais je pense que dans la culture gabonaise, c'est important. C'est un geste symbolique qui est important. Se laver le corps à la sortie de prison, c'est du fétichisme. Moi particulièrement, quand je suis sorti de prison, ce que j'ai eu le plus besoin, c'est de laver ma conscience. Et avec la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et je me sens bien et libre. On va t'amener au bord de mer pour faire quoi? Si j'ai Christ en moi, je suis lavé de toute iniquité. Je suis lavé de tout. Je suis une nouvelle créature. Sans famille, ça évoque beaucoup de choses, puisque c'est d'abord un lieu ici qui est appelé sans famille, et s'il est appelé sans famille, c'est bien pour une raison particulière, c'est que les gens qui y sont, justement, sont éloignés de leur famille, ne bénéficient pas souvent du soutien de leur famille. Donc ce lieu, c'est bien entendu la prison centrale de Libreville, un lieu que j'ai connu suite à un accident, où j'ai pu passer un an avec d'autres détenus. Bon, moi, sans famille, c'est comme si on était déjà abandonné. Oui, abandonné complètement. Sans famille, c'est-à-dire que tu es sans ta famille, sans tes parents, sans tes amis, tu es exposé à toi-même. Au dehors, avant que je n'aille en prison, je ne savais pas que la prison centrale, en fait, s'appelait sans famille. C'est quand je suis arrivée en prison que j'ai su qu'on appelait la prison centrale sans famille, quoi. Bon, voilà, c'est un autre monde, quoi. Sans famille, euh, c'est une dénomination qui est très, très ancienne. Qui est très ancienne et je suis sûr depuis le début. Depuis le début. Mais c'est aussi la prise de conscience que le détenu, finalement, euh, est un homme, mais manque, manque à l'appel. Il n'est plus des nôtres. C'est ce qu'on pense. Il n'est plus des nôtres. Il est dans un enclos. Il est entre quatre murs, dans une cellule. Il y croupit. Et les gens ont toujours en tête, non pas cet homme qui existe encore dans un enclos, mais surtout en tête ce qu'il a fait.
la période de sortie, la période après la sortie est très dure pour se réinsérer et se refaire accepter par la famille et par les collègues, par les connaissances. Moi, je sais que j'ai vécu une année très difficile à la sortie, parce que les personnes que vous connaissiez, par exemple, j'ai voulu remettre en place mon entreprise, reprendre mon entreprise, reprendre mes contacts avec les clients que j'avais, et ça a été très dur parce que certains ont tendance à vous rejeter en disant non, il a été en prison, c'est pas quelqu'un de fréquentable, donc ça a été un travail assez dur. Puis bon, vous redémarrez souvent sans moyens, avec rien. Donc je me suis retrouvé à devoir prendre le taxi, à aller redémarcher mes clients, à croiser certains compatriotes que je connaissais qui avant s'arrêtaient, me disaient bonjour, qui au départ, qui là me disaient plus bonjour, passaient en voiture sans s'arrêter. Et oui, il faut reconquérir, il faut refaire sa place, je vais dire, dans la société. L'entreprise aujourd'hui est en pleine ascension, donc en général je débute le matin à 7h. Je m'occupe de l'atelier, de donner les instructions le matin jusqu'à 10h, en gros 10-11h. Les soudeurs ne sont pas là? Non. Comment ça se fait? Ça c'est les pieds des baby-foot, hein? Oui. D'accord. Vous allez les passer en peinture. Ensuite, je traite un certain nombre de dossiers administratifs et je consacre en général l'après-midi au rendez-vous. Je vais également régulièrement sur le terrain voir les actions des équipes. Est-ce que je peux me présenter pour terminer à la fin? Moi, c'est le grand Mani, l'enfant qui mène. Est-ce que c'est la copine? Ou bien c'est mon ami ici? Si c'est mon ami, on applaudit très fort. Ce qu'il faut, c'est qu'amener le camion podium pour avoir tout le matériel pour pouvoir l'installer. Et puis on installe notre scène, demain matin. Réinsertion au niveau social, ça veut dire des amis, des gens avec qui tu es. Est-ce qu'on est rejeté? Est-ce qu'on a été réaccepté? Et dans notre cadre, le boulot, qu'est-ce qu'on fait pour se battre au quotidien? Bon, par rapport aux amis que j'avais, c'est vrai que ça ne manque jamais, hein. Tous ne peuvent pas avoir le même regard. Et moi, j'ai refusé qu'on me regarde avec un certain regard, soit de mépris, soit de détente. Je termine d'abord avec ma petite maison. Et puis, généralement, vers 9h, 9h30, je me rends au magasin où j'exerce ma petite activité. Soit, si je ne m'y rends pas, peut-être que je peux avoir un marché. Hein. Parfois, les gens ont commandé des choses, je ne bouge pas. Là, le magasin est fermé. Mais si, en dehors de ça, donc je suis au marché toute la journée, ça veut dire de 10h à 18h. Un peu, je suis là. Mais si j'ai autre chose à faire, je peux me déplacer et puis un peu ça, quoi. Oh, bonjour, oui. Bonjour. À la sortie des prisons, il y a vraiment deux choix. Soit je prends la bonne voie,
Soit tu suis la mauvaise voie, tu continues dans le banditisme, le braquage. Tout le monde a dit que mon casier judiciaire a été touché, donc je ne pourrais jamais travailler comme tout le monde, à part les petits bricoles. Je suis aide-scieur, je ramasse du bois. Est-ce que ça te plaît de faire ce travail-là? Bon, du moment là où ça m'aide vraiment, ça ne peut que me plaire. J'ai décidé de travailler parce que pour parvenir aussi à mes petits besoins. Je n'ai plus aller chercher ailleurs, bien attendre que les amis aillent faire ça. Bon, pour éviter les ennuis, donc il vaut mieux bricoler. Ça me permet aussi de me faire rare au quartier. Je pars le matin, je rentre le soir. Et pour moi, je trouve que c'est mieux. Les marques Ravalomanana ne risquent pas de revenir dans la course. C'est un risque, mais quand ils ont signé cet accord, il n'était pas question de date, c'était une question de principe. Et si au terme de ce dialogue avec le FFKM, l'élection est bien préparée, vraiment ouverte, est-ce que vous n'aurez pas envie de vous présenter? Le problème n'est pas à l'ordre du jour. Pour moi, en ce moment, je fais la plomberie. J'ai appris ce métier étant à sans famille, au génie militaire. J'ai fait 3 mois là-bas, puis je suis sorti par la grâce de Dieu. J'ai décidé d'approfondir le métier. Ayant reçu un certificat de formation un certificat de fin de formation. J'ai été soumis à un problème, j'étais à l'infirmerie, je suis tombé gravement malade, j'étais à l'infirmerie. Là d'où à l'infirmerie, il y avait un lavabo qui était bouché, je ne connaissais pas le métier. Et les infirmières nous ont demandé de déboucher le lavabo plus que c'est nous qui l'utilisions. Je suis allé, j'ai démonté le siphon, je ne savais pas encore ce que c'était, j'ai démonté le siphon. Il y avait de la saleté à l'intérieur, j'ai nettoyé, puis après, l'eau passait. C'est en ce moment-là que je me suis décidé de faire ce métier-là. c'est plein, plus de place. Alors. Non, pour le moment, je me suis intéressé au travail de chauffeur, mais faute de moyens, je me suis lancé dans le bois chauffeur avec un chauffeur de taxi-bus. J'ai épargné une certaine somme d'argent qui m'a permis de payer mon passage à l'auto-école afin de pouvoir passer un examen. Malheureusement, j'ai raté mon premier essai. C'est dur, mais j'ai gardé l'espoir que Dieu va m'aider. J'ai eu des parents, notamment mon père qui était directeur de prison, donc fils d'ancien directeur de prison, ayant vécu dans les prisons sans avoir été en prison, parce que le directeur de la prison a un domicile d'astreinte, et donc j'y ai vécu, j'ai vu, j'ai côtoyé beaucoup de prisonniers, donc j'ai quasiment été en prison sans avoir y été. Chacun peut se retrouver un jour ou l'autre dans une situation bizarre et se retrouver en prison, voyez-vous. Remarquez, prenez votre véhicule, par un bon matin, vous sortez de votre maison, mais il peut arriver que vous ayez un accident de circulation. Vous fauchez 2 ou 3 enfants, mais avant de savoir si vous avez raison ou pas, vous irez d'abord en prison.
suis retrouvé à Saint-Famille, arrêté par la gendarmerie de Ntoum, où j'ai été déféré en prison centrale au palais de la justice de Libreville, où j'ai été mis sous mandat de dépôt et mis en prison. On est venu me prendre, il y avait beaucoup des agents dans un pick-up avec mes amis du quartier. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Je ne me suis même pas expliqué. Mais on est embarqué, on est parti au commissariat. On a parlé, on a dormi en cellule. Ça nous a torturés pendant une semaine. Arrivé là-bas, on ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer, on m'a mis en cellule. J'ai fait pratiquement 2 semaines là-bas. Les parents ne venaient pas. Au bout de mon 10e jour, j'ai été avec des autres qui étaient aussi en cellule comme moi, qui m'ont fait comprendre que mon petit, tu souffres à cadeau, on te torture tous les matins, quelque chose que tu ne connais pas. Accepte seulement, tu pars en prison. La prison n'est pas une fin en soi. Comme ça, j'ai accepté le motif pour qu'on arrête de me taper. Et on m'a amené au tribunal, j'ai signé mon mandat de dépôt et puis je me suis retrouvé en prison. C'est vrai qu'en général, on vous amène dans un couloir, on frappe certains, pas tous, hein. On vous fait vous déshabiller, on vous enlève tous les objets que vous avez sur vous, et puis on vous rase. Je veux dire que quelque part, je ne leur ai pas laissé le temps de faire tout ça, c'est-à-dire qu'à peine je suis rentré, de moi-même, je me suis déshabillé, et de moi-même, j'ai demandé une lame pour me raser. Pour une femme, perdre ses cheveux, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'était pas le plus important, hein, les cheveux. Donc, après, on m'a donné une cellule, si je peux appeler ça comme ça. On appelle généralement des cellules, mais ce ne sont pas des cellules, ce sont des blocs. Hein. Ce sont des blocs où tu as 2 à 3 détenus qui y sont et puis vous partagez. C'est comme si c'était un petit séjour, quoi. Je suis arrivé dans une cellule où ils étaient assez nombreux, une dizaine. Une cellule, c'est 4 murs, 3 mètres sur 3, 9 mètres carrés, avec une porte, du moins une ouverture qui sert de porte, une fenêtre, et puis des matelas au sol et des matelas sur un support 1,50 m au-dessus. Donc avec des détenus qui dorment en bas et des détenus qui dorment sur la paillasse au-dessus. Autant les gens rentrent, autant les gens sortent. Tu peux te retrouver à une période où il y a beaucoup de rentrées, hein, où tu te retrouves avec 100 femmes, où il y a beaucoup de sorties aussi, où vous vous retrouvez parfois à 60, même parfois à 50, c'est possible. Donc vous allez de 100, ça varie de 100, entre 50 et 100. On se retrouve à proximité d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément les mêmes règles de vie, les mêmes manières de se comporter, qui n'ont pas eu la même éducation. Et ensuite, moi ça a été mon cas, il faut trouver rapidement des idées, des manières de s'occuper, d'occuper son temps, pour ne pas se morfondre assis sur son matelas. Moi, j'ai entrepris pas mal d'actions, d'une part parce que certaines conditions, j'ai trouvé certaines choses qui étaient, je vais dire, anormales dans un milieu où vivaient 1500 personnes pratiquement. Donc par exemple, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'eau. On allait à tour de rôle puiser l'eau dans la cour intérieure avec un seau. Alors que des canalisations existaient, mais n'avaient pas été entretenues. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais fait un courrier au directeur
pour lui demander l'autorisation de remettre en état ses canalisations et le système d'eau. Alors ça a surpris, la démarche a surpris parce qu'il ne s'entendait pas de ça d'un détenu, mais j'ai été écouté et donc le directeur m'a autorisé. J'ai vu que j'avais ma structure à l'extérieur, ma société à l'extérieur. J'ai demandé au personnel de la société de bien vouloir fournir le matériel que nous avions pour nous aider à remettre en état le réseau d'eau. Donc on a remis l'eau et par la suite les détenus pouvaient se doucher à l'intérieur des cellules. Il y a beaucoup de loisiveté en prison. Je me souviens quand j'y étais, à un moment donné nous avons voulu créer une petite, je ne peux pas appeler ça une association, une petite structure, je ne sais pas comment donner le nom adéquat, mais on voulait s'occuper des détenus. Et moi, je m'occupais des femmes dans le tricotage, dans la fabrication des foulards, le tricotage des foulards avec du fil ou de la laine. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On avait créé un petit comité avec Marie-Louise qui était responsable d'atelier chez les femmes et moi qui étais responsable chez les hommes. On avait mis en place un président, un secrétaire général, voilà. Et on faisait des réunions régulières où on présentait au directeur ce qui était fait, quels étaient nos besoins et l'activité de l'atelier. Alors, j'ai plusieurs documents et même, tu vois, un tableau fait par les détenus dans l'atelier artisanal. Donc on avait initié un certain nombre d'activités et ça c'était donc le tissage sur clou, tu sais, on dessine, on fait un dessin et ensuite ils tendent du fil, il y a tout un tas de dessins, de différents dessins. Donc ça c'était fait là-bas. Je vais le poser. Je me suis beaucoup occupé des jeunes, des mineurs qui se retrouvent là à 16 ans, 17 ans, 18 ans pour des forfaits mineurs, je dirais, et qui souvent sont des jeunes qui sont là parce qu'il leur a manqué une certaine éducation, ils n'ont pas été scolarisés, et donc il est important de profiter de ce temps-là pour les éduquer. J'avais mis en place à l'intérieur des cours, donc je me suis appuyé sur des détenus adultes qui étaient des enseignants qui se retrouvaient là pour diverses choses et que j'ai coopté. On a créé plusieurs classes et on avait mis en place des cours d'alphabétisation, des cours pour les 5e, 4e, des cours de français, des cours d'anglais et autres. Et on avait beaucoup de monde qui adhérait à ces cours et qui était intéressé par ces formations. Le fait aussi de mettre en place la bibliothèque, j'étais extrêmement surpris de voir que les personnes incarcérées s'intéressaient énormément aux livres de sciences naturelles et autres des classes de 6e à terminale. Il y a une soif d'apprendre, une soif de connaître qui est importante. C'était pas facile du tout. Parce que j'étais habituée à être partout, à me lever le matin, à être libre de mes entrées et sorties. Et me retrouver quelque part où j'avais qu'un petit espace, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué, c'était même très 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 difficile pour moi au départ. Et qu'à un moment donné, tu penses qu'au suicide. Tu penses qu'au suicide, mais tu n'as pas la possibilité de te suicider. Mais tout devient facile quand tu rencontres Yeshua.
Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui vient mettre un baume à ton cœur et c'est ce qui s'est passé avec moi. Pour ne pas voir le temps qui passe, on s'est préoccupé à notre éducation spirituelle et morale en méditant sur la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu et en recevant les enseignements des Saintes Écritures. Oh, les journées sans famille, c'est vraiment pénible. D'abord, on dort tard. On passe du temps à causer. On se réveille un peu tôt, à 6 heures. C'est un passage de mairie, sauf qu'ils doivent balayer la cour, tout le quartier. Il y a d'autres qui font déjà la vaisselle. Il y a d'autres qui passent déjà, qui font déjà la mécanique, qui préparent déjà. D'autres qui placent déjà leur comptoir pour vendre. Et d'autres qui font la corvée d'eau, sont épuisés de l'eau. Et d'autres qui sont là, ils passent un peu du temps à lire, bavarder, faire la sécurité. C'est un peu ça. Mais toi, tu faisais quoi? Moi, en fait, j'avais mon petit comptoir. Je vendais la cigarette. Ça. Tous les moments ont été durs pour moi, sans famille, parce que premièrement, c'était ma première fois d'aller là-bas. Et j'étais troublé, je n'avais pas le moral. Étant là-bas, je suis tombé gravement malade parce que j'ai souffert d'une infection pulmonaire. Tous les jours étaient très ennuyants, faute d'occupation. En dehors des jours où je me retrouvais aux enseignements, j'ai passé mon temps à lire ma Bible et quelques rares journées que je pouvais m'en procurer. Les midis et les soirs, c'était difficile à vivre à cause du bruit et de la chaleur dans les blocs. Vous êtes dans des cellules et vous avez des droits de sortie dans les couloirs, par exemple, ou pour d'autres dans la cour intérieure. Et c'est quand on vous fait rentrer de ces couloirs ou de cette cour, quand on vous fait rentrer en cellule, où là, c'est dur parce que du coup, votre couloir, c'était un espace de liberté. Le petit couloir que vous aviez, dans lequel on vous a autorisé à aller, c'était un espace de liberté. Et quand le soir, on vous dit « rentrez dans votre cellule », à nouveau, vous ressentez l'enfermement. Le moment le plus dur, c'est la nuit. Parce qu'on ferme les blocs à 19h. Alors, vois-tu, on ferme les blocs à 19h, ça veut dire que tu ne vois plus la lune, tu ne vois plus le ciel. Et vous êtes dans votre bloc. Et les nuits sont très longues. En ce qui concerne la beauté extérieure, celles qui veulent se tresser, elles se tressent entre elles. Maintenant, pour celles qui ne veulent pas se tresser, elles ont des cheveux coupés. Il faudrait que ta cour de tenue te dise que mais non, tu es joliment tressée parce que tu n'as pas de miroir, tu ne pourrais pas te mirer. Donc quand je me regarde, quand l'autre est tressé, je dis est-ce que c'est... Elle me demande est-ce que ça va, je dis ben oui, tu es joliment tressée, et ainsi de suite.
comment les gens faisaient pour vivre leur sexualité, parce que si tu dois rester... On ne vit pas de sexualité en prison. Il n'y a pas. Si tu es resté 25 ans de prison, ma chère, c'est 25 ans d'abstinence. On est d'accord? 25 ans d'abstinence. Et bien, le Seigneur, c'est quoi le sexe? Un détenu n'a pas une vie sexuelle, mais la sexualité, c'est un besoin physiologique. Donc, comment ils font alors? Je ne sais pas, vous aimeriez que je vous dise quelque chose que vous aimeriez entendre, ou vous voulez que je vous dise ce que moi je sais? Non, je veux que tu me dises ce que tu sais. Voilà. Ce que je sais, c'est que le détenu, ça peut être, ça peut pas être, c'est un besoin, je suis d'accord avec vous, mais le détenu n'a pas de vie sexuelle. Il est détenu. Ça veut dire qu'il est là. Si c'est arrivé ailleurs, moi, je n'ai pas connaissance. Mais 1 an, 6 mois de prison, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vu quelqu'un vivre ça non plus. Les choses qui se passent là-bas, en milieu carcéral, comme tu n'as pas de visite, quand la famille t'abandonne, tu es obligé de demander aux gens. Ouais. Il y a des vieux prisonniers qui pensent autrement. Donc, ils sont montés sur lui, ils ont fait ce qui n'était pas bien. Voici, il nous a laissés. J'ai vu dans le journal, c'est le petit qu'on a violé en prison, là. Ouais, c'est lui. Il n'avait personne qui venait lui rendre visite alors. Apparemment, il n'y avait vraiment personne qui venait lui rendre visite. Personne. Vraiment. Moi, je peux dire que ce sont les prisonniers qui gardent les prisonniers. C'est les prisonniers qui gardent les prisonniers parce qu'apparemment, les gardiens de prison ne font pas leur travail. En fait, il y a vraiment un truc qui se passe là-bas. C'est comme ils ont déjà fumé la beuh, ils ont bu les liqueurs. Après, ils cherchent à venir se défouler sur les gens. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pénible. Ce sont les prisonniers comme nous qui nous rendent encore la prison plus dure. Parfois, il arrive des moments que ton colis arrive. Comme ce sont les grands et les vieux prisonniers, ils t'arrachent le colis. Tout ça parce qu'ils veulent te visser la prison pour que tu puisses te livrer. Donc, il faut avoir un grand cœur. Vraiment avoir un grand cœur. Je ne comprends pas que les gens braquent dehors, on t'amène en prison pour une correction, mais tu arrives encore à braquer là-bas. Je sais pas, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien parce qu'il y a des vrais couteaux de cuisine qui font entrer, et d'autres qui agressent les autres. Et les innocents appellent souvent les pots cassés. Vous ne pouvez pas, dans une seule et même prison, y fourrer. Et le mot, je le prononce, y fourrer des prévenus, donc des personnes qui n'ont jamais été condamnées, qui n'ont jamais été jugées, avec des personnes qui ont été jugées et condamnées. Avec à l'intérieur, et on n'a pas parlé des mineurs, de cette catégorie de personnes, les mineurs. Y fourrer également les femmes. Et y fourrer aussi, j'ai oublié, certains détenus qui devraient être dans une maison de haute sécurité. Certains détenus dangereux et réputés dangereux. Dans la seule et même prison. Non, ce n'est pas faire de la bonne politique pénitentiaire. Ce problème est vraiment très, très, très grave et compromet la vie et la réinsertion de nombre de jeunes.
C'est un problème de la justice gabonaise qui ne fonctionne pas correctement. Reconnaissons-le, nos prisons sont bondées de monde aujourd'hui. Parce que une prison qui a été construite pour 300 personnes, aujourd'hui, il y en a 1500. Ça veut dire que les places n'existent plus. Les places se sont réduites davantage. Il y a trop de monde. Mais on ne va pas les vider par des grâces présidentielles, non. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est, en fait, moi, je m'inquiète plus pour ceux qui sont en milieu carcéral. Parce qu'en fait, il y en a d'autres qui ont fini leur peine. Mais ils sont encore là-bas, on manque des résultats d'audience. Donc, il y en a d'autres parfois qui vont même encore 4 ans de plus. Donc, pour moi, vraiment, ça me touche. Ça me touche vraiment. Le prévenu n'est pas encore jugé. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Comment voulez-vous mettre déjà dans un cachot exécrable quelqu'un qui n'a même pas encore été jugé? Au point que, parfois, cette personne peut même être relaxée après 6 mois de détention. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pourquoi, justement, là aussi, la justice doit souvent faire très attention. On ne décide pas à la légère d'un mandat d'arrêt. On ne décide pas cela à la légère. Parce que non seulement vous privez la personne de ses moyens de l'eau, on va dire, de sa capacité locomotive, la liberté d'aller et venir est entravée. Deuxièmement, vous le mettez dans une cellule, on ne sait pas ce qu'il va y subir, alors même qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, à supposer qu'il soit torturé déjà, ou frappé. Mais pour rien, finalement. Et que plus tard, on découvre que ce n'est pas lui qui devait se retrouver là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce préjudice moral important, et parfois physique, subi 6 mois durant dans une maison de détention? On fait quoi de ça? Qui paye? Bonjour. Bonjour. Ça a duré 5 kilos, hein? Oui, je vois. C'est combien? 4 000. 4 000, merci. C'est 1300, non? Attrape le sachet. Après, on gère sur place. Moi, j'ai un groupe insonorisé. Octobre. Oh, Marie-Lise. Quelle surprise. Comment tu vas? Et toi? Ça va. Tous mes voeux Merci. pour cette nouvelle année. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Je passais par là ce matin parce que je suis allée faire des courses. Je veux me rendre jeudi. Ah, d'accord. Jeudi, bon, je passe quand même te dire bonjour. Oui, non, c'est gentil. C'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il y a des choses à faire. On peut faire quelque chose. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup Moi, à faire. j'avais même rencontré des chefs d'entreprise, notamment au niveau de Sokoba et Sogafrique,
qui étaient prêts éventuellement à prendre des jeunes en sortie de sans-famille. C'était même ton projet. C'était oui, mon si, projet. c'était Et j'en ton avais projet, discuté oui. avec eux et ils étaient prêts en me disant si il y a une cellule, un psychologue qui est capable de les voir un peu et de nous assurer qu'il n'y a pas trop de problèmes, oui. on est prêt à prendre ces jeunes en stage pendant 5-6 mois pour qu'ils se réinsèrent. Pas forcément à les embaucher définitivement, mais au moins ça leur met un pied à l'étrier et pendant ce temps-là, ça leur apprend à travailler. À ça... l'abri aussi de beaucoup de voilà, choses. et puis ça leur permet entre-temps de retrouver du travail. Il faut que je vois, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et bon, moi là avec l'entreprise, je suis aussi assez pris. Donc c'est pas évident. Mais on va se revoir et puis on va essayer d'avancer là-dessus. Il faut que nous ayons à la fois une politique pénale et post-pénale digne de ce nom, mais que nous ayons aussi des associations formées de personnes civiles. Comme on crée une association quelconque, on devrait aussi pouvoir créer cette association pour recueillir les détenus, leur trouver des emplois auprès des entreprises, n'est-ce pas? Donc c'est une association qui pourrait avoir des partenariats avec des entreprises de la place, placer les détenus ou les replacer, car vous savez, dans toutes les prisons du monde, il y a une main-d'œuvre extraordinaire. Vous avez à l'intérieur des médecins, vous avez des maçons, vous avez des menuisiers, vous avez toutes sortes de métiers. Tous les métiers, la plupart, sont représentés dans une prison. Il faut des partenariats, créer des partenariats entre l'institution pénitentiaire et les entreprises pour créer une passerelle intéressante de resocialisation des détenus. Il faut que le détenu, même quand il travaille, à supposer qu'on crée une espèce de semi-liberté, quand il va dehors pour travailler, mon Dieu, il faut qu'il ait un petit salaire qu'on appelle en termes pénitentiaires le pécule. Il faut qu'il ait un pécule pour lui permettre aussi de penser comme, tiens, oui, j'ai travaillé, je suis payé. Cet argent-là, on peut le mettre en réserve, une partie de cet argent, on peut le mettre en réserve au greffe de la prison centrale pour le lui restituer lorsqu'il sort de prison. Ça peut lui permettre d'avoir un premier pédestal pour espérer vivre après le temps de trouver un emploi et le temps de se stabiliser. Depuis que je suis sorti, j'ai repris en fait, j'ai continué à soutenir l'atelier artisanat en fournissant du matériel, en leur rendant visite régulièrement, en trouvant des clients pour les produits qui étaient fournis. Je continue, j'ai fait plusieurs dons de livres pour que les détenus puissent lire et s'informer. 1000 francs sans famille. Ce n'est pas en restant à la maison en disant mais non, je pense à eux, je prie pour eux. Mais de temps en temps, même dans la parole des pensées aux prisonniers, bon, j'y vais parce que le Seigneur nous le demande. Et parfois, il y a beaucoup qui n'ont personne, où les familles elles sont abandonnées, elles n'ont personne au dehors. Donc, quand tu y vas, c'est un petit soutien. Elle a besoin de se sentir aussi aimée. Parce que c'est ça, les gens ne meurent pas en prison parce qu'ils manquent à manger, non. Les gens meurent en prison parce qu'ils ont été abandonnés. Est-ce que tu penses que le fait d'être passé à Sans Famille a influencé ta vie d'aujourd'hui? Oui, je pense que ça m'a mis plus à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute des autres. Oui, il y a et ça m'a permis de mieux comprendre la culture gabonaise. Moi, aujourd'hui, je dis pas, je ne sais pas les autres sur quoi ils s'accrochent, mais moi, je m'accroche à Christ. Jésus-Christ de Nazareth.
Je m'accroche pas à un homme, ni à la sagesse humaine, mais je souhaiterais que tout le temps qui me reste à vivre, de m'accrocher à Christ. Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas tourner la page. Pour moi, si je suis allée en prison, ce n'était pas un hasard, je crois. C'était un plan, c'était pour moi. Le Seigneur, peut-être au dehors, il avait sa main tendue, mais je ne voyais pas cette main-là. Et je crois qu'il a permis que j'y aille pour être à l'écoute de son appel. Pourquoi je ne suis pas fâchée? Je sais. Mon rêve, c'est de devenir une grande star, devenir un grand footballeur, comme tous les autres footballeurs. J'aimerais marquer l'histoire, quoi. J'aimerais qu'on me voie aussi à la télé comme tout le monde. C'est un peu ça. J'ai vraiment envie de réaliser ça. Le jour que j'allais sortir, c'était vraiment, je sais pas, j'étais vraiment trop content. Ça m'a vraiment choqué, de voir encore la liberté. J'étais vraiment content, trop content. Mais c'était surpris, quoi. Je savais pas que j'allais sortir, mais j'étais vraiment content. Ouais. C'était... En fait, tout le monde était très content de me voir, quoi. Il y avait tellement de la joie de me revoir. J'ai eu un sentiment de joie, de sécurité et une paix intérieure parce que j'ai venu de surmonter une étape qui paraissait très difficile. Me retrouver libre m'a donné la force de revivre. Je marchais, je voulais, à plein poumon, je voudrais respirer cette air de la liberté. Et il y avait quelques fleurs dont je coupais, j'humais un peu pour moi. Et puis ça faisait un bon bout de temps, je n'avais pas vu de plantes. Donc j'ai marché toute seule. Puisque je n'avais rien sur moi. J'avais tout laissé avec les autres co-détenus. Donc je marchais comme ça. J'ai marché, j'ai longé le mur de la prison jusqu'à un petit carrefour. Dessine-moi la liberté. Pouvez-vous seulement la dessiner, la liberté?